Le 22 janvier 1793, vers 8 heures du soir, une vieille dame descendait à Paris l'éminence rapide qui finit devant l'église Saint-Laurent dans le faubourg Saint-Martin. Il avait tant neigé pendant toute la journée que les pas s'entendaient à peine. Les rues étaient désertes. La crainte assez naturelle qu'inspirait le silence s'augmentait de toute la terreur qui faisait alors gémir la France. Aussi la vieille dame n'avait-elle encore rencontré personne. Sa vue, affaiblie depuis longtemps, ne lui permettait pas d'ailleurs d'apercevoir dans le lointain, à la lueur des lanternes, quelques passants clairsemés comme des ombres dans l'immense voie de ce faubourg. Elle allait courageusement seule à travers cette solitude, comme si son âge était un talisman qui dût la préserver de tout malheur. Quand elle eut dépassé la rue des Morts, elle crut distinguer le pas lourd et ferme d'un homme qui marchait derrière elle. Elle s'imagina qu'elle n'entendait pas ce bruit pour la première fois. Elle s'effraya d'avoir été suivie et tenta d'aller plus vite encore afin d'atteindre à une boutique assez bien éclairée, espérant pouvoir vérifier, à la lumière, les soupçons dont elle était saisie. Aussitôt qu'elle se trouva dans le rayon de lueur horizontale qui partait de cette boutique, elle retourna brusquement la tête et entrevit une forme humaine dans le brouillard. Cette indistincte vision lui suffit. Elle chancela un moment sous le poids de la terreur dont elle fut accablée, car elle ne douta plus alors qu'elle n'eût été escortée par l'inconnu depuis le premier pas qu'elle avait fait hors de chez elle. Et le désir d'échapper à un espion lui prêta des forces. Incapable de raisonner, elle doubla le pas, comme si elle pouvait se soustraire à un homme nécessairement plus agile qu'elle. Après avoir couru pendant quelques minutes, elle parvint à la boutique d'un pâtissier, y entra et tomba plutôt qu'elle ne s'assit sur une chaise placée devant le comptoir. Au moment où elle fit crier le loquet de la porte, une jeune femme occupée à broder leva les yeux, reconnut à travers les carreaux du vitrage la mante de forme antique et de soie violette dans laquelle la vieille dame était enveloppée, et s'empressa d'ouvrir un tiroir comme pour y prendre une chose qu'elle devait lui remettre. Non seulement le geste et la physionomie de la jeune femme exprimèrent le désir de se débarrasser promptement de l'inconnu, comme si c'eût été une de ces personnes qu'on ne voit pas avec plaisir, mais encore elle laissa échapper une expression d'impatience en trouvant le tiroir vide. Puis, sans regarder la dame, elle sortit précipitamment du comptoir, alla vers l'arrière-boutique et appela son mari, qui parut tout à coup. « Où donc as-tu mis » lui demanda-t-elle d'un air de mystère en lui désignant la vieille dame par un coup d'œil et sans achever sa phrase. Quoique le pâtissier ne pût voir que l'immense bonnet de soie noire, environné de nœuds en ruban violet qui servait de coiffure à l'inconnu, il disparut après avoir jeté à sa femme un regard qui semblait dire « Crois-tu que je vais laisser cela dans ton comptoir ?» Étonnée du silence et de l'immobilité de la vieille dame, la marchande revint auprès d'elle, et en la voyant, elle se sentit saisie d'un mouvement de compassion, ou peut-être aussi de curiosité. Quoique le teint de cette femme fût naturellement livide, comme celui d'une personne vouée à des austérités secrètes, il était facile de reconnaître qu'une émotion récente y répandait une pâleur extraordinaire. Sa coiffure était disposée de manière à cacher ses cheveux, sans doute blanchis par l'âge, car la propreté du collet de sa robe annonçait qu'elle ne portait pas de poudre. Ce manque d'ornement faisait contracter à sa figure une sorte de sévérité religieuse. Ses traits étaient graves et fiers. Autrefois, les manières et les habitudes des gens de qualité étaient si différentes de celles des gens appartenant aux autres classes qu'on devinait facilement une personne noble. Aussi la jeune femme était-elle persuadée que l'inconnu était une ci-devant et qu'elle avait appartenu à la cour. « Madame » lui dit-elle involontairement et avec respect, en oubliant que ce titre était proscrit.
La vieille dame ne répondit pas. Elle tenait ses yeux fixés sur le vitrage de la boutique, comme si un objet effrayant y eût été dessiné. « Qu'as-tu, citoyenne » demanda le maître du logis qui reparut aussitôt. Le citoyen pâtissier tira la dame de sa rêverie en lui tendant une petite boîte de carton couverte en papier bleu. « Rien, rien, mes amis, » répondit-elle d'une voix douce. Elle leva les yeux sur le pâtissier comme pour lui jeter un regard de remerciement, mais en lui voyant un bonnet rouge sur la tête, elle laissa échapper un cri. « Vous m'avez trahi ?» La jeune femme et son mari répondirent par un geste d'horreur qui fit rougir l'inconnu, soit de les avoir soupçonnés, soit de plaisir. « Et excusez-moi, » dit-elle alors avec une douceur enfantine. Puis, tirant un louis d'or de sa poche, elle le présenta au pâtissier. « Voici le prix convenu, » ajouta-t-elle. Il y a une indigence que les indigents savent deviner. Pour le plaisir, je la redis cette phrase. Il y a une indigence que les indigents savent deviner. Le pâtissier et sa femme se regardèrent et se montrèrent la vieille femme en se communiquant une même pensée. Ce louis d'or devait être le dernier. Les mains de la dame tremblaient en offrant cette pièce qu'elle contemplait avec douleur et sans avarice. Mais elle semblait connaître toute l'étendue du sacrifice. Le jeûne et la misère étaient gravés sur cette figure en traits aussi lisibles que ceux de la peur et des habitudes ascétiques. Il y avait dans ses vêtements des vestiges de magnificence. C'était de la soie usée, une mante propre, quoique passée, des dentelles soigneusement raccommodées, enfin, les haillons de l'opulence. Les marchands, placés entre la pitié et l'intérêt, commencèrent par soulager leur conscience en paroles. « Mais, citoyenne, tu parais bien faible. Madame aurait-elle besoin de prendre quelque chose ?» reprit la femme en coupant la parole à son mari. « Nous avons de bien bons bouillons, » dit le pâtissier. « Il fait si froid, madame aura peut-être été saisie en marchant, mais vous pouvez vous reposer ici et vous chauffer un peu. Nous ne sommes pas aussi noirs que le diable, » s'écria le pâtissier. Gagnée par l'accent de bienveillance qui animait les paroles des charitables boutiquiers, la dame avoua qu'elle avait été suivie par un homme et qu'elle avait peur de revenir seule chez elle. « Ah ben ce n'est que cela, » reprit l'homme au bonnet rouge. « Attends-moi, citoyenne. » Il donna le louis à sa femme. Puis, mu par cette espèce de reconnaissance qui se glisse dans l'âme d'un marchand quand il reçoit un prix exorbitant d'une marchandise de médiocre valeur, il alla mettre son uniforme de garde national, prit son chapeau, passa son briquet et reparut sous les armes. Mais sa femme avait eu le temps de réfléchir. Comme dans bien d'autres cœurs, la réflexion ferma la main ouverte de la bienfaisance. Celle-là aussi, je vous la répète. Comme dans bien d'autres cœurs, la réflexion ferma la main ouverte de la bienfaisance. Inquiète et craignant de voir son mari dans quelque mauvaise affaire, la femme du pâtissier essaya de le tirer par le pan de son habit pour l'arrêter. Mais, obéissant à un sentiment de charité, le brave homme offrit sur-le-champ à la vieille dame de l'escorter. « Il paraît que l'homme dont a peur la citoyenne est encore à rôder devant la boutique, » dit vivement la jeune femme. « Je le crains, » dit naïvement la dame. « Si c'était un espion, si c'était une conspiration, n'y va pas et reprends-lui la boîte. » Ces paroles, soufflées à l'oreille du pâtissier par sa femme,
glacèrent le courage impromptu dont il était possédé. « Et je m'en vais lui dire 2 mots, et vous en débarrasser sur le champ !» s'écria le pâtissier, en ouvrant la porte et sortant avec précipitation. La vieille dame, passive comme un enfant et presque hébétée, se rassit sur sa chaise. L'honnête marchand ne tarda pas à reparaître. Son visage, assez rouge de son naturel et enluminé d'ailleurs par le feu du four, était subitement devenu blême. Une si grande frayeur l'agitait que ses jambes tremblaient et que ses yeux ressemblaient à ceux d'un homme ivre. « Veux-tu nous faire couper le cou, misérable aristocrate ?» s'écria-t-il avec fureur. « Songe ici à nous montrer les talons, ne reparais jamais ici, et ne compte pas sur moi pour te fournir des éléments de conspiration. » En achevant ces mots, le pâtissier essaya de reprendre à la vieille dame la petite boîte qu'elle avait mise dans une de ses poches. À peine les mains hardies du pâtissier touchèrent-elles ses vêtements, que l'inconnu, préférant se livrer au danger de la route sans autre défenseur que Dieu, plutôt que de perdre ce qu'elle venait d'acheter, retrouva l'agilité de sa jeunesse. Elle s'élança vers la porte, l'ouvrit brusquement et disparut aux yeux de la femme et du mari, stupéfaits et tremblants. Aussitôt que l'inconnu se trouva dehors, elle se mit à marcher avec vitesse, mais ses forces la trahirent bientôt, car elle entendit l'espion par lequel elle était impitoyablement suivie, faisant crier la neige qu'il pressait de son pas pesant. Elle fut obligée de s'arrêter. Il s'arrêta. Elle n'osait ni lui parler, ni le regarder, soit par suite de la peur dont elle était saisie, soit par manque d'intelligence. Elle continua son chemin en allant lentement. L'homme ralentit alors son pas de manière à rester à une distance qui lui permettait de veiller sur elle. L'inconnu semblait être l'ombre même de cette vieille femme. 9 heures sonnèrent quand le couple silencieux repassa devant l'église de Saint-Laurent. Il est dans la nature de toutes les âmes, même la plus infirme, qu'un sentiment de calme succède à une agitation violente, car si les sentiments sont infinis, nos organes sont bornés. Aussi l'inconnu, n'éprouvant aucun mal de son prétendu persécuteur, voulut-elle voir en lui un ami secret, empressé de la protéger. Elle réunit toutes les circonstances qui avaient accompagné les apparitions de l'étranger, comme pour trouver des motifs plausibles à cette consolante opinion, et il lui plut alors de reconnaître en lui plutôt de bonnes que de mauvaises intentions. Oubliant l'effroi que cet homme venait d'inspirer au pâtissier, elle avança donc d'un pas ferme dans les régions supérieures du faubourg Saint-Martin. Après une demi-heure de marche, elle parvint à une maison située auprès de l'embranchement formé par la rue principale du faubourg et par celle qui mène à la barrière de Pantin. Ce lieu est encore aujourd'hui un des plus déserts de tout Paris. La bise, passant sur les buttes Saint-Chaumont et de Belleville, sifflait à travers les maisons, ou plutôt les chaumières, semées dans ce vallon presque inhabité, où les clôtures sont en murailles faites avec de la terre et des eaux. Cet endroit désolé semblait être l'asile naturel de la misère et du désespoir. L'homme qui s'acharnait à la poursuite de la pauvre créature, assez hardi pour traverser nuitamment ces rues silencieuses, parut frappé du spectacle qui s'offrait à ses regards. Il resta pensif, debout et dans une attitude d'hésitation, faiblement éclairé par un réverbère dont la lueur indécise perçait à peine le brouillard. La peur donna des yeux à la vieille femme, qui crut apercevoir quelque chose de sinistre dans les traits de l'inconnu. Elle sentit ses terreurs se réveiller et profita de l'espèce d'incertitude qui arrêtait cet homme pour se glisser dans l'ombre vers la porte de la maison solitaire. Elle y fit jouer un ressort et disparut avec une rapidité fantasmagorique.
Le passant, immobile, contemplait cette maison qui présentait en quelque sorte le type des misérables habitations de ce faubourg. Cette chancelante bicoque bâtie en moellon était revêtue d'une couche de plâtre jauni, si fortement lézardée qu'on craignait de la voir tomber au moindre effort du vent. Le toit de tuiles brunes et couvert de mousse s'affaissait en plusieurs endroits de manière à faire croire qu'il allait céder sous le poids de la neige. Chaque étage avait 3 fenêtres dont les châssis, pourris par l'humidité et disjoints par l'action du soleil, annonçaient que le froid devait pénétrer dans les chambres. Cette maison isolée ressemblait à une vieille tour que le temps oubliait de détruire. Une faible lumière éclairait les croisées qui coupaient irrégulièrement la mansarde par laquelle ce pauvre édifice était terminé, tandis que le reste de la maison se trouvait dans une obscurité complète. La vieille femme ne monta pas sans peine l'escalier rude et grossier, le long duquel on s'appuyait sur une corde en guise de rampe. Elle frappa mystérieusement à la porte du logement qui se trouvait dans la mansarde et s'assit avec précipitation sur une chaise que lui présenta un vieillard. « Cachez-vous, cachez-vous, lui dit-elle. Quoique nous ne sortions que bien rarement, nos démarches sont connues, nos pas sont épiés. »« Qu'y a-t-il de nouveau ?» demanda une autre vieille femme assise près du feu. « L'homme qui rôde autour de la maison depuis hier m'a suivi ce soir. » À ces mots, les 3 habitants de ce taudis se regardèrent en laissant paraître sur leurs visages les signes d'une terreur profonde. Le vieillard fut le moins agité des 3, peut-être parce qu'il était le plus en danger. Quand on est sous le poids d'un grand malheur, ou sous le joug de la persécution, un homme courageux commence pour ainsi dire par faire le sacrifice de lui-même. Il ne considère ses jours que comme autant de victoires remportées sur le sort. Les regards des 2 femmes, attachés sur ce vieillard, laissaient facilement deviner qu'il était l'unique objet de leur vive sollicitude. « Pourquoi désespérer de Dieu, mes sœurs ?» dit-il d'une voix sourde mais onctueuse. Nous chantions ses louanges au milieu des cris que poussaient les assassins et les mourants au couvent des Carmes. S'il a voulu que je fusse sauvé de cette boucherie, c'est sans doute pour me réserver à une destinée que je dois accepter sans murmure. Dieu protège les siens, il peut en disposer à son gré. C'est de vous et non de moi qu'il faut s'occuper. Non, dit l'une des 2 vieilles femmes. Qu'est-ce que notre vie en comparaison de celle d'un prêtre ? Une fois que je me suis vue hors de l'abbaye de Chelles, je me suis considérée comme morte, s'écria celle des 2 religieuses qui n'étaient pas sorties. Voici, reprit celle qui arrivait en tendant la petite boîte au prêtre, voici les hosties. Mais j'entends monter les degrés, s'écria-t-elle. À ces mots, tous 3, ils se mirent à écouter. Le bruit cessa. « Ne vous effrayez pas si quelqu'un essaie de parvenir jusqu'à vous, » dit le prêtre. « Une personne sur la fidélité de laquelle nous pouvons compter a dû prendre toutes ces mesures pour passer la frontière et viendra chercher les lettres que j'ai écrites au duc de Langeais et au marquis de Beauséant afin qu'ils puissent aviser au moyen de vous arracher à cet affreux pays, à la mort ou à la misère qui vous y attendent. »« Vous ne nous suivrez donc pas ?» s'écrièrent doucement les 2 religieuses en manifestant une sorte de désespoir. « Ma place est là où il y a des victimes, » dit le prêtre avec simplicité. Elles se turent et regardèrent leur hôte avec une sainte admiration. « Sœur Marthe, dit-il en s'adressant à la religieuse qui était allée chercher les hosties, cet envoyé devra répondre « Fiat voluntas » au mot « Hosanna ». « Il y a quelqu'un dans l'escalier !» s'écria l'autre religieuse en ouvrant une cachette pratiquée sous le toit. Cette fois, il fut facile d'entendre au milieu du plus profond silence les pas d'un homme
qui faisait retentir les marches couvertes de callosité produite par de la boue durcie. Le prêtre se coula péniblement dans une espèce d'armoire, et la religieuse lui jeta quelques hardes sur lui. « Vous pouvez fermer, sœur Agathe, dit-il d'une voix étouffée. À peine le prêtre était-il caché, que 3 coups frappés sur la porte firent tressaillir les 2 saintes filles, qui se consultèrent des yeux sans oser prononcer une seule parole. Elles paraissaient avoir toutes deux une 60aine d'années. Séparées du monde depuis 40 ans, elles étaient comme des plantes habituées à l'air d'une serre et qui meurent si on les en sort. Accoutumées à la vie du couvent, elles n'en pouvaient plus concevoir d'autre. Un matin, leur grille ayant été brisée, elles avaient frémi de se trouver libres. On peut aisément se figurer l'espèce d'imbécilité factice que les événements de la Révolution avaient produite dans leurs âmes innocentes. Incapables d'accorder leurs idées claustrales avec les difficultés de la vie, et ne comprenant même pas leur situation, elles ressemblaient à des enfants dont on avait pris soin jusqu'alors et qui, abandonnés par leur providence maternelle, priaient au lieu de crier. Aussi, devant le danger qu'elles prévoyaient en ce moment, demeurèrent-elles muettes et passives, ne connaissant d'autre défense que la résignation chrétienne. L'homme qui demandait à entrer interpréta ce silence à sa manière, il ouvrit la porte et se montra tout à coup. Les 2 religieuses frémirent en reconnaissant le personnage qui, depuis quelque temps, rôdait autour de leur maison et prenait des informations sur leur compte. Elles restèrent immobiles en le contemplant, avec une curiosité inquiète, à la manière des enfants sauvages qui examinent silencieusement les étrangers. Cet homme était de haute taille et gros, mais rien dans sa démarche, dans son air, ni dans sa physionomie, n'indiquait un méchant homme. Il imita l'immobilité des religieuses et promena lentement ses regards sur la chambre où il se trouvait. Balzac est un écrivain ennuyant avec de longues, trop longues descriptions. C'est le jugement qui court souvent sur cet auteur. Avec cette nouvelle, j'ai voulu essayer de mettre à mal ce jugement. J'espère y être parvenu, vous me direz. Je vais vous rappeler le début de cette nouvelle qui, en quelques lignes, campe un décor, les rues de Paris qui sont enneigées, nous sommes le soir. Et puis, très vite, il arrive à distiller une atmosphère qui va se révéler relativement effrayante. Je vous lis une des phrases. « Quand elle eut dépassé la rue des Morts, rien que le nom de la rue déjà, elle crut distinguer le pas lourd et ferme d'un homme qui marchait derrière elle. » Et juste après, il va écrire que cette femme s'effraie. Donc vous voyez qu'avant même la fin de la première page, Balzac réussit à nous faire entrer dans l'action. Comme scène d'exposition, on a connu beaucoup plus long dans les romans ou voire même dans le théâtre. Va s'en suivre tout un vocabulaire qu'utilise Balzac pour renforcer cette atmosphère un peu angoissante et même fantasmagorique, puisqu'on est sans arrêt entre une réalité ou ce qu'on croit être la réalité, avec des mots comme elle s'imagina, les soupçons, elle entrevit une forme humaine dans le brouillard, elle entrevit une vision. Et puis, il va jouer avec la peur, avec l'angoisse que ressent cette femme tout le long de la nouvelle. Peur qu'il va mettre un petit peu à distance et puis qu'il va faire revenir. Je vous rappelle le moment où elle est assise dans une chaise, elle regarde les vitres qui donnent sur l'extérieur, et puis la marchande revient à ce moment-là, et la marchande tombe sur son visage livide. Et voilà comment, alors qu'il y avait eu un petit moment d'apaisement, Balzac nous remet la peur au premier plan. Je vais avancer un peu plus loin dans la nouvelle juste pour éclaircir peut-être un ou deux points d'histoire. J'ai fait des recherches, encore une fois, je ne les connaissais pas, notamment quand le prêtre parle du couvent des Carmes.
et où il parle d'une boucherie, et en septembre 1792, 191 personnes d'église y furent assassinées pour avoir refusé de signer les nouveaux commandements édictés par la Révolution française sur les personnes d'église. On est vraiment dans un passé très très proche, septembre 1792, janvier 1793, donc cette horreur est encore toute proche. Un tout petit peu après, la religieuse fait mention de l'abbaye de Chelles, qui est une abbaye qui fut fermée par la Révolution également en 1792. Autre petit détail, et puis là je vais pointer à un moment qui est vraiment de description, puisque quand la femme parvient à entrer dans son logis et peut-être échapper à l'homme qui la suit, il écrit cette phrase: « Ce lieu est encore aujourd'hui un des plus déserts de tout Paris ». Et là vous entendez qu'il fait vraiment un rapprochement entre le temps de cette nouvelle, 1793, et son temps à lui, 1840 et quelques. Au moment d'enregistrer la nouvelle, j'avais décidé d'arrêter au moment où la femme se glissait dans l'immeuble pour échapper à son poursuivant. Et puis, j'ai été pris par la lecture et je savais qu'il y avait des descriptions après. Et puis, j'ai passé ma crainte de vous lasser ou de vous embêter parce qu'elle me semblait importante. Pour ce que je viens de rappeler sur la description de l'immeuble et le passé présent, 1793, 1840 et quelques. Et puis une autre description me touchait particulièrement, c'est la description qu'il fait des deux femmes. Ces femmes qui ont passé plusieurs dizaines d'années dans un couvent, recluses. Balzac écrit: « Elles paraissaient avoir toutes deux une soixantaine d'années. Séparées du monde depuis 40 ans, elles étaient comme des plantes habituées à l'air d'une serre qui meurent si on les en sort. » Et un peu plus loin, il écrit, au moment où l'homme a frappé à la porte et est sur le point d'entrer: « Devant le danger qu'elles prévoyaient en ce moment, elles demeurèrent muettes et passives, ne connaissant d'autre défense que la résignation chrétienne. » Si j'ai prolongé ma lecture au-delà de ce que j'avais prévu, c'est pour en venir à ce moment-là et à comment Balzac nous donne, en tout cas me donne, je ne vais pas parler pour vous, mais me donne de l'émotion en décrivant la réaction ou la passivité au contraire de ces deux femmes au moment du danger. Je vais finir en vous parlant, en reprenant deux, trois petits adjectifs qui ont l'air de rien comme ça. Vous vous souvenez, je vous ai lu au début de mes petits commentaires là, la phrase où Balzac écrit que le pas de l'homme est lourd et ferme. Et ici, juste avant de finir la première moitié de cette nouvelle, vous avez entendu que cet homme était de haute taille et gros. Donc on pourrait imaginer que Balzac continue son petit croquis extérieur de la physionomie de cet homme, ce qui est vrai. Donc on en sait un peu plus sur sa morphologie, et ça peut participer à renforcer ces impressions de peur qu'il peut susciter. Mais je crois que ça va au-delà. Et pour cela, il va falloir lire la suite. Parce que dans la suite, vous aurez la révélation de qui est cet homme. Voilà. Pour finir, Balzac avait intitulé à l'origine cette nouvelle « Une messe en 1793 ». Et puis il en change de titre, et le titre définitif en 1845 va devenir « Un épisode sous la terreur ». Il va intégrer cette nouvelle à sa comédie humaine, qui est sa grande œuvre, sa cathédrale, comme il l'appelle, qui va être une idée assez géniale d'inclure tous ses écrits sous un titre commun. Et là, je vais m'aider de Wikipédia, qui dira mieux, avec une façon plus concise que je ne pourrais le faire et moins d'approximation, ce qu'est la comédie humaine et l'objectif de Balzac. Par cette œuvre, Balzac veut faire une histoire naturelle de la société, l'adjectif il est important, naturel de la société, explorant de façon systématique les groupes sociaux et les rouages de la société,
afin de brosser une vaste fresque de son époque, susceptible de servir de référence aux générations futures. Cette vaste fresque, cette cathédrale, devait contenir à peu près 140 et quelques volumes. Balzac va se contenter de 90 romans, nouvelles et contes, un peu plus je crois, qu'il va écrire en une petite vingtaine d'années. Pour avoir une petite échelle de comparaison, lorsque Flaubert écrit un roman, un seul roman, ça lui prend 5 à 7 ans, un seul. Voilà, donc en 20 ans, Balzac, qui sera interrompu par sa mort dans son grand projet, mais va abattre une tâche colossale. Bon, ces deux auteurs, Balzac et Flaubert, auront en point commun en tout cas de passer entre 12 à 15 heures d'écriture par jour. Voilà. J'en ai fini. Je vous remercie de l'écoute et puis j'espère que cette nouvelle vous aura plu et que j'aurai un tout petit peu écorné l'image d'un écrivain ennuyant. Je vous dis à bientôt.